Salut tout le monde! Aujourd'hui, peut-être la vidéo la plus demandée depuis que j'ai commencé à faire ce que je fais. Euh, la- L'intersection, disons, entre le concept de métabolisme et la ménopause, c'est-à-dire comment est-ce que le métabolisme est-il affecté par la ménopause? C'est quoi l'effet surtout sur la prise, la perte de poids, quand les femmes traversent cette période? Maintenant, avertissement, avant de commencer, je dois vous dire que ce dont je vais parler, ça parle de moyenne, ça parle de généralité statistiquement. Donc, euh, comme dans tous les cas, il y a des extrêmes, il y a des gens qui sortent de la moyenne statistique d'un phénomène. Donc, il y a des gens pour qui la ménopause, ça les affecte presque pas. Il y a d'autres femmes pour qui la ménopause, c'est extrêmement intense et qui ont besoin d'hormonothérapie ou d'autres interventions médicales pour les aider à passer au travers. OK? Donc, je sais que très bien que pour toi, ça ne s'applique pas ce que je m'apprête à dire, ou ça s'applique moins, c'est-à-dire que ce n'est pas directement de toi, de ta situation dont je parle, mais plutôt d'un phénomène, euh, du phénomène, dis-je, dans la population générale. OK. Et juste parce que il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a une petite proportion de gens bruyants qui vont peut-être se plaindre du fait que je suis un homme, je parle de ça. J'ai beaucoup, beaucoup de femmes dans ma vie. Alors, c'est pourquoi, au-delà de notre clientèle, au-delà des gens dans notre équipe, j'ai une sœur, j'ai des filles, j'ai une femme, tu sais, j'ai des femmes dans ma vie. Donc, c'est un sujet qui m'a toujours interpellé pour essayer de voir de quelle manière est-ce que mon expertise en santé peut, de manière plus spécifique, aider les femmes qui passent au travers cette phase-là de leur vie. Fait que maintenant, avec cette mise en garde énoncée, je commence. Aujourd'hui, on va parler naturellement de définition, parce que ça, c'est très important dans ce cadre-là, qui est surtout, bon, ménopause, qui regarde cette vidéo comprend. Métabolisme, c'est pas tout à fait clair, fait qu'on va repasser ça. Matérialité, et ensuite un plan d'action. Comment je fais pour améliorer ma qualité de vie ou mitiger les effets de la ménopause sur moi, si ça m'affecte. OK, on est parti. On est parti. OK. D'abord, la définition du métabolisme. Qu'est-ce que le métabolisme? Le métabolisme, mettons la définition la plus, qui englobe la grande définition, c'est que le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions biologiques et chimiques d'un organisme qui assure sa survie. OK? Un peu plus concrètement, ce que ça veut dire, là, ça veut dire c'est le processus de conversion de matière en énergie. Parce que c'est ce qui définit le vivant. Les choses qui ne sont pas vivantes n'ont pas de métabolisme parce qu'elles n'essaient pas de soutenir la vie, n'est-ce pas? Donc, le métabolisme, c'est prendre des choses, puis là, les transformer en énergie pour pouvoir faire des choses, c'est-à-dire survivre. Je pense que c'est important de prendre ce pas de recul-là pour comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est, de manière tangible, ça veut dire c'est la conversion de bouffe en choses, en vie. OK? C'est la conversion de nourriture en énergie, en action. Euh, donc, ce processus-là est constant chez le vivant. C'est-à-dire, il n'arrête pas. Puis, il ne peut pas être brisé. Ce concept-là que le métabolisme serait brisé ou endommagé par des choses que tu as faites dans ta vie ou par des phases de ta vie, comme par la ménopause, c'est que la ménopause endommagerait ton métabolisme, ça n'existe pas. Tu peux pas briser le métabolisme. OK? Maintenant, il peut y avoir différentes choses qui vont l'affecter. Ton métabolisme peut être plus grand ou plus petit, c'est-à-dire tu peux euh, convertir plus d'énergie en pas beaucoup de temps, en plus d'action. Okay? Donc, tu ne peux pas le briser, mais il peut être plus ou moins grand ou plus ou moins rapide
selon comment tu veux le figurer, il y a différentes façons de parler de ça, mais il peut être plus, il peut être moins, mais il ne peut pas être brisé. Et il peut être pas ajusté, mais il peut être influencé par différentes choses. Et c'est ce dont on va parler. OK. D'abord, pas d'abord, mais donc, le métabolisme. Concrètement, là, quelles sont les choses que notre corps fait avec son énergie? Quelles sont ces actions-là que le corps pose avec son énergie quand il la convertit? D'abord, il y a ce qu'on appelle, je l'ai mis en anglais parce que tout le monde, l'acronyme est plus populaire en anglais qu'en français, le BMR, Basal Metabolic Rate. Ça veut dire c'est tes fonctions vitales. Respirer, cœur qui bat, juste exister, digérer, toutes les choses que tu fais de manière essentiellement involontaire qui te tiennent en vie. OK? Fonction vitale, c'est à peu près 60% de ton métabolisme. En fait, ensuite, tu as l'effet thermique de la digestion. OK? En anglais, c'est thermic effect of food. Ça, c'est 10%. Le simple fait de manger, ton corps convertit une certaine proportion de cette énergie-là, de la nourriture, en chaleur. Ça dégage en chaleur. Ça, c'est à peu près 10%. C'est influencé par certaines choses que tu manges. Il y a des choses qui ont un plus haut effet thermique, des choses qui ont un plus bas effet thermique. Je ne veux pas rentrer là-dedans spécifiquement, mais mettons, le gras alimentaire a un effet thermique très, très faible parce que ton corps est très bon à prendre le gras alimentaire et le convertir en gras physique sur toi. OK? En tissu adipeux. Et la protéine, c'est très élevé, c'est 20 à 30 des calories de protéines, d'énergie des protéines qui est ensuite dissipée en chaleur. Fait que quelqu'un qui mangerait un très, très haut pourcentage de sa bouffe en protéines versus quelqu'un qui mangerait un très, très haut pourcentage de son alimentation en gras aurait un effet thermique différent. Okay? Ce serait plus haut pour la personne qui mange un plus haut niveau de protéines. Là, je te dis pas, on n'est pas à 10 grammes près, là, je parle de beaucoup versus pas pantoute. Et ensuite, ton haute dépense énergétique, tout ce qui est mouvement, fait activité physique plus entraînement. Par activité physique, ici, je parle le simple fait de bouger dans ta vie. Je veux dire, ça, physiquement, sortir de ton lit et te rendre à la douche, OK, il y a une dépense calorique spécifique à ce petit geste-là. Il y a le fait d'aller marcher. Fait que le simple fait de bouger dans la vie, donc ton mouvement quotidien, et ensuite une catégorie à part qui serait ton entraînement. C'est-à-dire le mouvement, l'activité physique euh, volontaire, c'est-à-dire où le but c'est de bouger à cause que tu as obtenu les bénéfices du mouvement. On appelle ça de l'entraînement. Okay? Ça, c'est les deux grandes catégories d'activité physique. Naturellement, quelqu'un qui serait très, très actif, ses fonctions vitales ne seraient pas plus élevées. Mais son entraînement serait plus haut. Donc, en proportion, son pourcentage de, de son métabolisme, okay, de sa dépense énergétique, serait plus haut au niveau activité physique. Comme il y a plus de mouvement que quelqu'un qui en a moins, donc en proportion, en termes de pourcentage, quelqu'un qui est moins actif, ses fonctions vitales prennent un plus haut pourcentage de sa dépense énergétique. OK, j'ai établi ça. Maintenant, la ménopause, je vais le définir en 2 secondes. C'est le processus par lequel passe une femme humaine, parce que en faisant des recherches pour cette vidéo-là, ça, je ne le savais pas, ça c'est très récent que j'ai appris ça. Il y a seulement les humains et 3 sortes de baleines qui vivent la ménopause. Ça n'existe pas chez la très vaste majorité des mammifères. Ils n'ont pas ça. Il n'y a pas cette période-là où une femme, en cas d'animaux une femelle, euh, arrête de pouvoir se reproduire. Parce que c'est ça la ménopause, la transition de être capable de se reproduire, d'être capable de tomber enceinte, et transition vers ne plus être capable de le faire. Et ça serait en partie, juste parenthèse, parce que c'est le genre de choses que j'aime beaucoup, comprendre le contexte évolutionnaire des choses, c'est parce que euh, donner naissance chez les humains, c'est extrêmement risqué comparé aux autres animaux. OK? Le taux de mortalité dans les sociétés pré-industrielles, le taux de mortalité des femmes qui accouchent est 20 fois plus élevé que ce qu'on retrouve dans la nature à cause de toutes sortes de raisons anatomiques, tout ça. Donc, il y aurait eu une sélection pour des femmes qui auraient des gènes qui les feraient cesser d'être capables de se reproduire pour assurer leur survie, pour qu'elles puissent aider leurs petits-enfants advenant que leur fille adulte survivrait pas à leur propre. C'est donc une adaptation, et je trouve que de comprendre d'où les choses viennent, pour certaines personnes, ça peut les aider à mieux y faire face.
C'est donc une évolution spécifique aux humains pour assurer la survie des femmes parce que c'était tellement dangereux de tomber enceinte. OK? Donc, ce mécanisme de protection à la ménopause, c'est ça que c'est dans un cadre dans la nature, c'est un cadre de protection pour assurer la survie de la famille. Par des animaux, pas de famille. Pas en groupe. En tout cas, bref. C'est un mécanisme de protection. Puis là, ce mécanisme de protection-là a l'effet d'influencer le métabolisme. Ça, vous voulez entendre? On continue. C'est vrai que ça influence le métabolisme. Effet de la ménopause sur le métabolisme. Il y a une chute du BMR, c'est-à-dire la basal metabolic rate, c'est-à-dire qu'il y a une chute des besoins énergétiques du corps pour accomplir à peu près les mêmes tâches. OK? Donc, j'ai mis en parenthèse ici, sarcopénie plus énergétique. C'est-à-dire, il y a une perte de masse musculaire supplémentaire à juste le fait de vieillir. Donc, il y a le fait de vieillir, passer 25 ans, on perd la masse musculaire si on entretient. Ça, c'est systématique. Les hommes, les femmes, peu importe leur âge, mais pas peu importe leur âge, c'est-à-dire, plus je suis avancé en âge, plus cette perte-là, elle est grande. Mais la ménopause embarque par-dessus ça, donc accélère cette perte de masse musculaire-là. Donc, il y a ça. Le fait de réduire la masse musculaire, ça réduit les besoins énergétiques du corps. Donc, il y a une chute de cette dépense-là, comme il y a moins de tissu à maintenir pour le corps. Et il y a aussi une baisse du métabolisme hors masse musculaire. Ça veut dire que le cœur, le cerveau, tout ça, réduisent légèrement leurs besoins énergétiques et même le système, surtout en fait le système immunitaire. Donc, il y a plein de fonctions différentes du corps qui vont réduire un peu leurs exigences énergétiques afin d'assurer la survie de l'individu dans la nature. OK? Et donc, réduction de croissance, c'est ça que ça donne. Mais c'est surtout de la masse musculaire. J'y vais dans 2 secondes. Ensuite, il y a une chute de l'effet thermique. On a remarqué que, ça c'est pas, il y a une petite chute de l'effet thermique, c'est-à-dire que le corps produit un petit peu moins de chaleur pour les mêmes aliments, mais on remarque aussi que les femmes d'âge ménopause, fait que peu importe à partir de quoi exactement tu veux commencer, mais les femmes qui traversent la périménopause mangent moins de protéines que les hommes du même âge, puis en général, c'est une population qui mange moins de protéines, donc il y a moins d'effet thermique de leur digestion et une toute petite partie à cause de leur corps, une partie statistiquement négligeable, et aussi leur alimentation fait qu'ils dégagent moins de chaleur à cause qu'ils ne mangent pas beaucoup de protéines en tant que cohorte, en tant que groupe démographique. Et chute de l'activité physique, parce qu'avec l'âge et avec certains changements hormonaux, que je vais définir juste simplement ici, changements hormonaux, c'est baisse de l'activité thyroïdienne, donc hypothyroïdie, et baisse de l'estrogène. Okay? Ça, c'est les effets hormonaux. Je vais m'en venir à ça comme explication parce que c'est pas le but de la vidéo. Chute de l'activité physique. Donc, il y a une chute du désir d'être actif à cause que je dors moins bien, les bouffées de chaleur, je dors moins bien, plus de douleurs articulaires, tout ça. Donc, il y a une baisse de la volonté de bouger, ce qui baisse la dépense énergétique également. Okay. Fait que oui, la chute de l'estrogène et de la fonction thyroïdienne baisse la dépense calorique d'une femme qui passe à travers la ménopause, volontaire et involontaire. Mais là, ce qui est important de comprendre, c'est de combien. Parce que la ménopause, ça a le dos très large. Le métabolisme qui ralentit, ça a le dos très, très large. OK? Fait que là, oui, l'effet est réel, absolument réel. Mais combien? Mais de combien? La chute du BMR, donc de l'exigence des fonctions vitales du maintien des fonctions vitales, chute d'environ 50 à 100 calories en moyenne par jour, par femme. Okay? Il y a une baisse de 50 à 100 calories par jour. Dont 60 à 75 de cette perte-là est à cause de la perte de masse musculaire. Ça veut donc dire qu'au maximum, en moyenne, basé sur ces données-là, il y aura un 40 calories par jour de réduction, une réduction de 40 calories par jour de
de dépense énergétique qui n'est pas liée à la perte de masse musculaire. C'est une distinction très importante à faire, parce que la masse musculaire, tu peux la maintenir et tu peux même la faire croître, n'est-ce pas, via la musculation. Fait que, il y a un 40 calories en moyenne qui est perdu à l'augmentation de l'efficience du métabolisme, ce qui est dans un contexte de nature, je pointe devant moi parce que des arbres, dans un contexte de nature, c'est quelque chose qui est extrêmement désirable, c'est ce que tu veux pour l'organisme, c'est juste que dans le monde c'est moins désirable. Okay? Fait atomique, comme je disais, statistiquement, c'est très faible, 1 à 2 OK? Fait que, naturellement, on parle des de 1 à 2 calories. Ça peut changer juste en mangeant plus de protéines, c'est réglé comme ça, en proportion à tes calories. Mange plus de protéines, donc, c'est un effet négligeable. Puis, chute de l'activité physique, comme je disais, il y a une réduction de l'activité physique volontaire et dans le mouvement quotidien, c'est-à-dire on est plus sédentaire. Ça, n'est pas spécifique aux femmes qui passent à la périménopause. C'est spécifique aux humains qui vieillissent. On est moins actif. On va moins dehors. La manette est trop loin, je n'irai même pas la chercher. C'est-à-dire, on va généralement être moins actif. C'est empiré par le fait que la ménopause vient avec son lot de désagréments qui rendent le mouvement plus désagréable. Si je dors moins bien, j'ai moins d'énergie, douleurs articulaires, ainsi de suite. Et ça, c'est juste le fait de bouger en général dans ta vie. Et en plus, naturellement, avec l'âge, on a tendance à moins s'entraîner de manière volontaire, c'est-à-dire avoir moins d'activité physique structurée volontaire dans notre horaire. Fait que là, c'est indirectement relié à la ménopause par le fait que la ménopause rend ça un petit peu plus désagréable dans certains cas à cause des effets articulaires là, sur l'énergie. OK. Donc, on parle ici d'une perte de 100 calories par jour max, dont un maximum en moyenne. On parle de 40 calories par jour, non spécifique à la masse musculaire. Et voici pourquoi c'est important. Autre, autre effet de la ménopause qui embarque, qui alimente cette fausse croyance que c'est une espèce de phénomène qui prend complètement le contrôle de la capacité d'une femme à gérer son poids spécifiquement. Il y a une augmentation de l'appétit à cause du gossage des hormones. C'est absolument vrai. Il y a une augmentation de l'appétit. Je ne vais pas entrer dans la gestion de ça parce que la gestion de l'appétit et de la faim, c'est quelque chose qui se passe souvent. Mais il y a une augmentation. C'est plate, c'est comme ça. Mais ce n'est pas, ça ne veut pas dire de facto que ta capacité que ta prise de gras augmente. Il faut que tu la manges, cette énergie-là. Okay? La redistribution du gras sur le corps, le changement du milieu hormonal dans le corps fait que le gras est redistribué, surtout des fesses et des cuisses chez les femmes, puis va plus autour du tronc. OK? Il y a ce phénomène-là qui se passe à cause du changement hormonal et en plus, en supplément à ça, par-dessus ça, il y a le fait que la périménopause influence négativement la sensibilité à l'insuline. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que le corps devient moins, quand il y a du glucose qui circule dans le sang, le corps devient moins efficace à le convertir en énergie et à le mettre à la, en guillemets, bonne place. Il va un peu plus haute propension à le stocker en gras. Donc, il y a une réduction de la sensibilité à l'insuline. Puis ça, on voit ça chez tous les humains en vieillissant. Mais c'est malheureusement la ménopause embarque ça par-dessus. Donc, il y a le fait naturel, linéaire, c'est du temps qui fait ça, et la ménopause embarque par-dessus ça euh, euh, au niveau de la réduction de la sensibilité à l'insuline. Et il y a plus de rétention d'eau. Ça, c'est big. Donc, ces deux derniers bouts-là, la redistribution du même gras, la redistribution du même gras et la rétention d'eau donnent l'impression à beaucoup de femmes qu'elles prennent beaucoup de poids. Alors, ça peut être vrai qu'elles prennent du poids à cause de la rétention d'eau, sauf qu'elles ne prennent pas nécessairement autant de gras qu'elles pensent. Ça, c'est vraiment clé, ça, c'est super important à comprendre cette distinction-là. La rétention d'eau peut être très grande, ça peut être un gros effet dans cette impression-là. Concrètement, ce que ça veut dire, fait que là, j'ai dévoilé tous les problèmes. Voici, regarde ça comment c'est poche, OK? Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on veut? C'est comment est-ce qu'on fait pour contrer ces effets-là ou les mitiger? On veut contrer la baisse du rythme métabolique de base,
BMR. On veut améliorer la sensibilité à l'insuline, ou du moins la préserver. On veut aussi augmenter la densité minérale osseuse, parce que je n'ai comme pas parlé dans l'autre d'avant, mais c'est un truc important. La ménopause aussi réduit la densité minérale osseuse, donc ce que ça veut dire en gros, c'est que ça fragilise les os. Et on veut gérer les fluctuations hormonales à cause de tous les effets indésirables que peut amener la ménopause. Donc, on parlait de sommeil, puis gestion de l'humeur, puis d'autres affaires comme ça, articulation, tout ça. Et gérer les fluctuations hormonales de façon générale pour réduire l'ampleur des effets sur le ressenti, disons, subjectif de façon à travers la ménopause. OK? Donc, plan d'action, il faut que tu fasses de la musculation. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Le simple fait de faire de la musculation adresse tous ces enjeux-là en même temps. Je vais t'expliquer pourquoi plus concrètement. OK. On parlait de 100 calories par jour de réduction en BMR, en juste de fonction vitale. Donc, au moins 60% proviennent du simple fait de perdre la masse musculaire. Donc, si je prends 10 livres de muscle, et je reviens comment concrètement ce que ça veut dire. Prendre 10 livres de muscle, ça se trouve que ça augmente ton métabolisme de base de 100 calories par jour. Donc, deux personnes identiques, une qui a 10 identiques, des clones, des jumeaux, peu importe. Deux personnes identiques, il y en a une qui a juste 10 livres de plus que l'autre, de muscle, 10 livres de muscle de plus que l'autre. Elle va dépenser au repos, sans rien faire, 100 calories de plus par jour, juste pour être là, juste pour dormir. Dormir, ça va lui faire dépenser plus de calories parce qu'il y a plus de toit, il y a plus de tissu à maintenir. Okay? Donc ça augmente environ 100 calories par jour, prendre 10 livres de muscle. Les muscles, le fait d'avoir plus de masse musculaire, okay, ça améliore la sensibilité à l'insuline parce que nos muscles sont des éponges à glucose. Nos muscles veulent du sucre. Ça n'existe pas des athlètes keto. Il y en a 3 sur des millions d'athlètes. Ça n'existe pas vraiment des athlètes keto. Nos muscles veulent des glucides, ils veulent des carbs. Donc, si tu as du glucose en circulation, tu as plus de muscles que tu en aurais par ailleurs, ton muscle, il sape, il tire directement sur le glucose pour le rentrer parce qu'il veut en prévision du prochain entraînement. On a besoin de performer. Donc, ça améliore la sensibilité à l'insuline. Les muscles, le fait d'avoir de la masse musculaire, la construction de cette masse musculaire-là, ça régule aussi les hormones. Ça tamponne d'une certaine façon la dérégulation hormonale provoquée par la ménopause. En gros, il y a une chute de l'estrogène, mais tu as besoin d'estrogène pour bâtir la masse musculaire. Là, c'est contre-intuitif. Oui, mais l'estrogène joue un rôle important dans la question dans la construction et le maintien de la masse musculaire. Donc, tu vas envoyer le signal au corps que wow, c'est correct, ménopause, OK, mon estrogène chute, mais pas tant. OK, j'en ai besoin. Fait que on tamponne ces effets-là, on mitige l'espèce de tempête hormonale en construisant et en maintenant cette masse musculaire-là qu'on exige de notre corps en faisant la musculation. Plus tout le reste, faire la musculation ou par ailleurs être actif, ça aide à maintenir ta densité minérale osseuse. Parce que comment les os, ça fonctionne, la construction des os, OK? C'est que, mettons, t'imagines ton os ton tibia, OK? Faut que c'est la gravité, c'est le fait de se faire écraser, d'avoir de la pression dessus, sur ton tibia, qui envoie le signal qu'il y a besoin d'être dense. Fait que là, les os, ils disent, oh, je comprends, la tempête hormonale, puis je suis en train de perdre mes minéraux, mais j'en ai besoin, regarde ça, je me fais écraser tout le temps par des squats, je me fais écraser par des deadlifts, par des push-ups, par ça, l'ensemble des os de ton corps. Donc, il y a amélioration de la densité minérale osseuse. Il y a une pression adaptative que t'envoie le signal à ton corps de dire, non, mes muscles et mes os, je les veux encore, j'ai pas fini. Donc, ça mitige ça. Naturellement, on sait que d'être actif, de s'entraîner, ça aide à mieux dormir. La gestion des douleurs articulaires de façon générale. Donc, là, je ne vais pas passer à travers la liste au complet, mais le fait d'être actif, bâtir la masse musculaire, ça règle ça adresse, ça règle de manière définitive, mais ça adresse tous ces enjeux-là en même temps. Donc, prendre des livres de masse musculaire. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'engagement? Prendre des livres de masse musculaire, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de musculation ou pas de manière, disons, assidue, même pour quelqu'un qui est génétiquement,
disons, désavantagés par sa situation, parce qu'il y a des gens pour qui prendre la masse musculaire plutôt que d'autres. Si tu es quelqu'un qui prend la masse musculaire, c'est déjà difficile. Si tu es dans la quarantaine et plus, tu es désavantagé par le fait de ne pas avoir 20 ans. C'est plus facile quand on a 20 ans parce que tout est plus facile quand on a 20 ans ou quand on est jeune. Même si tu as plusieurs facteurs qui jouent contre toi, prendre 10 livres de masse musculaire, ça prendrait maximum 2 ans. Ça pourrait se faire en 1 an. Ça prendrait maximum 2 ans. OK? Puis de l'ordre de grandeur, là, tu prendrais, parce que ça va plus vite au début, tu prendrais 6 à 8 livres de muscle dans les 8 à 12 premiers mois. C'est des ordres de grandeur. Là. Puis après ça, tu prendrais la balance dans l'autre année. Tu peux continuer de prendre la masse musculaire après. Je veux juste dire, tu pars de zéro, puis là, tu veux compenser exactement ta perte de masse, ta réduction de dépenses énergétiques de 100 calories qui vient de la ménopause, la réduction du 100 calories par jour. Ça se tamponne, tu le matches exactement avec un 10 livres un 100 calories, c'est 10 livres de masse musculaire. Ça, c'est sans parler du fait, ça, c'est juste au repos. Donc, le fait d'abattir, le fait de t'entraîner en soi augmente ta dépense calories par-dessus ça. Puis là, si tu te sens mieux parce que tu dors un peu mieux que tu aurais dormi par ailleurs parce que tu es actif, puis etc., ça aide aussi à gérer l'humeur, tempête hormonale, c'est-à-dire densité minérale, ça aide à gérer l'ensemble. Tu es plus active, donc tu prends plus de marche, puis tu vas rester avec les enfants ou les petits-enfants l'hiver, tu sais, ce genre de choses-là. Ben, cette dépense calorique-là s'ajoute par-dessus le 100 calories que tu dépenses de plus à rien faire au repos parce que tu as bâti ces livres de masse. Donc, ça prendrait 2 ans, maximum, 2 ans. Puis on parle de 60 à 90 minutes par semaine, pas par entraînement, par semaine d'efforts soutenus. Naturellement, qui est progressif, ça dépend de ton niveau de sport, de la réaction à l'entraînement, toutes sortes de choses. Sauf que c'est ça l'ordre de grandeur qu'on parle. On parle de 60 à 90 minutes par semaine, divisé en 2 à 4 séances. Tu fais ça pendant 2 ans, tu vas prendre des livres de masse musculaire. C'est une planète en entraînement sensée, là, intelligente, bien structurée, parce qu'il faut pas. Si tu fais le même temps pendant 2 ans, ça ne marchera pas. C'est juste que prendre des livres de masse musculaire, c'est totalement accessible. Ça prend 60 à 90 minutes par semaine, en moyenne. C'est accessible à tout le monde. Puis ça mitigerait de manière considérable les effets de la ménopause sur une personne. Comme je l'ai dit au début, il y a des gens pour qui ça ne sera pas assez, mais tu dois quand même commencer avec ça. C'est quand même le point de départ. Parce qu'une fois que tu as pris tes 10 livres, tes 12 livres de masse musculaire, parce que ça peut être plus, là, à 15, OK? Là, tu as une perte de gras proportionnelle en passant. Tu peux prendre 10 livres. Si tu as des enjeux beaucoup plus élevés, tu as besoin d'hormonothérapie, tout ça, c'est important. Ou si tu as déjà l'hypothyroïdie depuis longtemps, parce que c'est pas obligé de passer par la ménopause pour faire l'hypothyroïdie, ta thyroïde est faible et basse, ben ça, c'est par-dessus, la médication va agir par-dessus déjà ton mode de vie qui atténue, au minimum atténue les symptômes, puis au maximum, tu vas te sentir mieux que tu t'es jamais senti parce que avoir de la masse musculaire supplémentaire, ça fait tout ça, tout ce qui est sur la liste ici, peu importe l'âge que tu as. Fait que si tu le faisais, tu sais, si, euh, donc si tu l'as jamais fait, ça va juste, c'est juste du plus. Puis on le voit souvent avec nos clients. On a des clients qui n'en ont jamais fait, commencent à le faire parce que j'arrête pas d'en parler, la musculation, je veux dire. Puis ils ont des résultats qu'ils n'avaient jamais pensé possible ou qui s'étaient même fait dire par des médecins que c'était pas possible. Je comprends pas comment ça, tu fais l'hypothyroïdie. Je sais pas comment ça se fait que tu perds du gras quand même. Je sais pas comment ça se fait que tu le maintiens, même que tu améliores ta condition physique, ta, ta composition corporelle, même rendu à 45, 50, 55, 60, 65 ans. Mais c'est parce que la musculation, c'est la fontaine de jouvence. Puis ça envoie le signal à ton corps que tu n'as pas fini, que tu veux maintenir, que tu veux croître, que tu veux progresser physiquement. Donc, ce message-là de décroissance, qui est essentiellement, de manière abstraite, ce qui est la ménopause, c'est un message de « Oh, faut tout tenir ça en place parce que là, s'occuper des petits-enfants », essentiellement, c'est ce que ça veut dire, biologiquement parlant.
Mais ça envoie le signal que c'est pas ça, que tu n'es pas prête à ça, tu n'as pas fini, toi, encore. Tu es encore active, tu es encore une membre productive du groupe, ok, de la société, et tu n'es pas sur le déclin, tu envoies le signal que tu veux croître, ben, ton corps va le faire. Puis il va. Donc, cette intervention-là, elle est la base de si tu veux mitiger tes effets. Je sais pas,